Bonjour à tous, ici le juge Andrew Napolitano pour Judging Freedom. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 4 septembre 2025. Le colonel Douglas McGregor est avec nous. Colonel McGregor, toujours un plaisir. J'aimerais avoir avec vous une conversation générale sur le président, la présidence donc, pas seulement Donald Trump et la Constitution. D'après vos propres recherches, vos études et votre expérience, les présidents prennent-ils généralement la Constitution au sérieux quand il s'agit de guerre? Eh bien, c'est une question très importante. Et je suppose que les preuves montrent que, certainement depuis qu'Eisenhower a quitté ses fonctions, non, pas très sérieusement. Et je dis cela simplement parce que le Congrès a rendu très facile l'utilisation de l'armée par les présidents selon leurs désirs, sous des conditions vaguement définies comme une urgence. Cela remonte à la résolution du Golfe du Tonkin en 1965, qui a rendu possible pour nous de déclarer pratiquement la guerre au Vietnam. Et depuis, nous avons répété la même routine, malgré les efforts de certaines personnes pour rappeler que le Congrès se réserve le droit exclusif de déclarer la guerre. Donc je ne sais pas. Selon les règles fondamentales de la guerre et au regard de plusieurs traités signés par les États-Unis, et pas des moindres, les 4 conventions de Genève, le Congrès peut-il déclarer la guerre à qui bon lui semble? Ou doit-il exister une véritable menace pour la sécurité nationale des États-Unis? Et, à l'inverse, le président peut-il bombarder qui il veut? Il a largué les bombes non nucléaires les plus coûteuses que nous possédons sur l'Iran. Et vous avez soutenu, comme presque tout le monde dans cette émission, que l'Iran ne représente aucune menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Ma question est donc compliquée, je vais la simplifier. Le Congrès pourrait-il déclarer la guerre à l'Iran sans que ce pays représente une menace pour notre sécurité nationale? Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui prouvent que oui. Revenons à la guerre hispano-américaine. Nous avons longtemps hésité sur la manière de réagir à l'insurrection cubaine contre les Espagnols. Elle ne nécessitait pas notre intervention pour réussir ou échouer. Mais il y avait un énorme mouvement de soutien à Washington en faveur d'une guerre contre l'Espagne, au motif que l'Espagne était une puissance étrangère dans l'hémisphère occidental et devait en être chassée. Beaucoup de gens aux États-Unis étaient séduits par cette idée. L'Espagne est donc soudain devenue une question de sécurité nationale, même si les Espagnols avaient accepté pratiquement toutes les conditions que nous leur avions envoyées. C'est très similaire à ce qui s'est passé avec la Serbie et l'Autriche-Hongrie, lorsque l'empereur d'Autriche a imposé des conditions aux Serbes. Ces derniers les ont acceptées presque toutes, sauf une, qui revenait à remettre la Serbie sous le contrôle de l'Empire austro-hongrois. Donc oui, le Congrès peut déclarer la guerre à sa guise. En 1917, il n'y avait absolument aucun danger venant de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, mais nous avons malgré tout déclaré la guerre sur des bases très fragiles et contestables. Évidemment, Pearl Harbor était une toute autre affaire, et personne n'a pris la peine de poser des questions difficiles sur les raisons de l'attaque japonaise. Tout le monde était horrifié, et cela a rendu la décision très facile. Ensuite, personne ne s'attendait à ce qui s'est passé en Corée. D'ailleurs, MacArthur avait insisté pour que toutes nos forces se retirent de la péninsule. Il disait que cet endroit était indéfendable, mais on lui a ordonné d'y rester. Très peu de gens le savent. Donc en résumé, oui, il n'a jamais été difficile pour une administration et un congrès de décider de combattre qui ils voulaient. Voilà pour la première question. La seconde question est tout aussi importante, car elle en révèle une autre. Il y a des années, un livre intitulé Victory Through Air Power a été publié. Plus tard, quelqu'un qui avait passé 30 ans dans l'armée de l'air a écrit un autre livre, Disaster Through Air Power. J'en parle parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, la puissance aérienne est devenue extrêmement populaire à Washington. Pourquoi? Parce qu'on pensait qu'elle pouvait être utilisée avec un faible risque de pertes humaines, ce qui signifie peu de pertes pour nos forces. C'était du moins l'hypothèse initiale. Et ensuite, on pouvait bombarder à volonté, car la plupart des cibles visées n'avaient que peu ou pas de défense aérienne. Dans l'esprit des politiciens, la puissance aérienne représentait donc un risque faible pour un gain élevé.
avec en prime des images d'explosions massives que l'on présentait comme synonymes d'efficacité, que les frappes touchent ou non une cible utile ou qu'elles causent des dommages collatéraux terribles. Ces aspects étaient balayés par les médias. Politiquement, Disaster Through Air Power a encouragé cette logique. Cela a joué un grand rôle dans nos interventions dans les Balkans et aussi dans ce qui s'est passé au Vietnam. L'opération Rolling Thunder a échoué comme campagne de bombardement, puis nous avons envoyé des troupes au sol sans objectif politico-militaire clair. En réalité, il n'y en avait pas. Donc, pour résumer, premièrement, oui, le Congrès peut faire ce qu'il veut, le président aussi. Et deuxièmement, la puissance aérienne est toujours populaire, car elle semble promettre un effet politique avec peu de risques. Parlons des soldats sur le terrain. N'est-ce pas le fait d'avoir des soldats américains déployés au sol au Moyen-Orient qui constitue presque un déclencheur prêt à exploser? Je pense que c'est vrai depuis longtemps, et pas seulement au Moyen-Orient. Nous avons maintenu des forces au sol en Corée depuis 70 ans, en pensant que leur présence dissuaderait une attaque du Nord. Est-ce que cela a fonctionné? On peut en débattre, oui et non. Il y a des raisons pour lesquelles la Corée du Nord n'a pas attaqué, mais elle n'avait rien à voir avec nous et tout à voir avec la Chine et la Russie, qui n'avaient aucune intention d'entrer en guerre contre nous. En 1912, si je me souviens bien, le chef d'état-major de l'armée française demanda au chef d'état-major impérial britannique, ou plutôt, c'était l'inverse. Le chef d'état-major britannique demanda au chef d'état-major français « Combien de soldats voulez-vous si une guerre éclate avec l'Allemagne? Combien voulez-vous que nous envoyions ?» Et le Français répondit « Envoyez-nous un seul soldat, et nous ferons en sorte de le mettre en première ligne pour qu'il soit tué le plus vite possible. » Parce qu'ils avaient compris que c'était l'hameçon pour entraîner la Grande-Bretagne dans la guerre. Je pense que c'est toujours vrai pour nous. Nous n'avons pas encore été mis au défi. Notre bluff n'a pas été déjoué récemment. Mais cela pourrait très bien arriver au Moyen-Orient. Un certain sénateur, que je ne nommerai pas, m'a appelé après que 2 membres de la garde nationale ont été tués par un drone en Jordanie, il y a 3 ans environ. Il m'a demandé ce que nous devions faire, et j'ai répondu « Eh bien, nous n'avons visiblement pas pris les précautions nécessaires pour éviter ces pertes. Nos hommes étaient vulnérables. Quelqu'un a raté sa mission. » Et il m'a dit « Ne pensez-vous pas que nous devrions entrer en guerre contre l'Iran ?» J'ai répondu « Strictement parlant, cette attaque ne venait pas d'Iran, mais d'Irak. » Et il a insisté « Oui, mais cette milice est liée à l'Iran. Je pense que nous devrions entrer en guerre contre l'Iran. » Heureusement, cela ne s'est pas produit. Mais je crois que cette mentalité est beaucoup plus répandue à Washington qu'on l'imagine, car les gens n'ont plus peur de la guerre. Ils n'en comprennent pas les conséquences. Et aujourd'hui, on ne fait plus face à des adversaires faibles. Ce sont de grands États-nations, dotés de puissantes capacités et de technologies avancées. Qu'il s'agisse de l'Iran, de la Turquie, de la Russie ou de la Chine. Tenir des propos désinvoltes sur l'idée de faire la guerre est donc extrêmement dangereux. Mais c'est une chose qui revient sans cesse à Washington. À quel point la guerre en Ukraine est-elle proche de sa fin? Et pensez-vous que les élites ukrainiennes, militaires, diplomatiques, politiques, les oligarques, peu importe, reconnaissent que la fin approche, car ce n'est pas la fin qu'ils espéraient? Encore une fois, vous me posez plusieurs questions à la fois. Premièrement, est-ce que les Européens reconnaissent que l'Ukraine a perdu la guerre? Oui. Je pense en particulier que les élites mondialistes qui dirigent à Paris, Londres et Berlin savent la vérité. Certainement, Giorgia Meloni est l'une des dirigeantes les plus lucides. Elle sait très bien que cette guerre est perdue. Je crois que le nouveau président polonais le sait aussi. Il a déjà déclaré « Quoi qu'il arrive, nous n'enverrons plus de soldats polonais combattre en Ukraine. » Donc oui, il y a une conscience de cela. Mais quand vous parlez à ces mondialistes, ils considèrent leur avenir politique, leur pouvoir et leur autorité comme inextricablement liés à ce qui se passe en Ukraine. Parce qu'ils ont poussé pendant des années ce mensonge fabriqué selon lequel la Russie voulait conquérir l'Europe. Or, il est désormais clair que la Russie peut gagner cette guerre, anéantir toute opposition, sans même avancer très loin. Et c'est ce qui s'est produit.
Elle a gagné, car les Ukrainiens se sont brisés contre les défenses russes et ont ensuite été incapables de résister aux offensives russes. Voilà pourquoi les élites européennes continuent d'exiger des actions contre la Russie. Elles ne savent pas quoi faire d'autre. Reculer et admettre « nous avons fait une erreur » est pour elles impossible. Comment justifieraient-elles alors leur pouvoir? C'est particulièrement vrai pour Merz, Macron et Scholz. Mais aujourd'hui, ils sont condamnés politiquement dans leur propre pays. Leurs électeurs veulent les chasser. Quand vous parlez d'extinction, vous voulez dire extinction électorale? Probablement, mais pas uniquement. Il y a en ce moment énormément de colère et de rage en Grande-Bretagne et en France. Nous ne l'avons pas encore vu en Allemagne, mais 6 responsables politiques de l'Alternative pour l'Allemagne sont morts subitement au cours des derniers jours. Certains affirment que ce ne sont pas des morts naturelles. Statistiquement, il paraît en effet très improbable que tous ces responsables politiques disparaissent soudainement de cette manière. N'oublions pas qu'il y a déjà eu des attaques et même des tentatives de meurtre contre des membres de l'Alternative pour l'Allemagne. Ce parti est d'ailleurs en pleine ascension dans l'opinion publique. Et franchement, il va devenir de plus en plus difficile de former un gouvernement à Berlin sans inclure l'Alternative pour l'Allemagne. Ce serait une immense défaite pour les mondialistes, ceux qui veulent une gouvernance globale, une uniformité entre les nations, la disparition des frontières et des identités nationales en Europe, et qui veulent imposer depuis Bruxelles la manière dont les Européens doivent vivre, penser et définir leurs valeurs. Tout cela devient extrêmement impopulaire en Europe. Nous sommes à un point de bascule. Et personne ne sait vraiment quel événement déclenchera la révolution, mais nous en sommes très proches. Certainement en Grande-Bretagne et en France, et je pense que en Allemagne, nous y arriverons aussi. Colonel, il y a 2 ou 3 jours, je ne sais plus exactement, le président des États-Unis a ordonné l'exécution de 11 personnes à bord d'un hors-bord à 2100 km des États-Unis, dans les eaux internationales, mais proches du Venezuela. Depuis, lui et son secrétaire d'État ont affirmé que cela avait été fait pour donner une leçon aux trafiquants de drogue que ces personnes étaient des narcotrafiquants et qu'ils recommenceraient. Les présidents peuvent-ils tuer qui ils veulent? Eh bien, pour citer un président, je crois que c'était Richard Nixon. Si le président le fait, ce n'est pas illégal. Évidemment, il avait tort. Dans ce cas précis, il se passe plusieurs choses. Premièrement, je me réjouis que l'on redonne de l'importance à la défense nationale dans l'hémisphère occidental. Selon moi, nos forces armées devraient être avant tout consacrées à la défense. Je n'aime pas l'idée de transformer le département de la défense en un département de la guerre. Ça n'a aucun sens à notre époque. Donc, je suis satisfait que des forces stationnées à l'étranger soient rapatriées pour accomplir une mission utile, celle de défendre notre pays. Mais rassembler une flottille avec l'objectif apparent d'envahir ou d'attaquer un autre pays de l'hémisphère occidental, un pays qui, franchement, n'est pas en guerre contre nous et ne constitue absolument aucune menace militaire, cela n'a selon moi aucun sens. Et puis assimiler cela à une sorte de défense nationale. Détruire un groupe de personnes assises dans un bateau qui contenait peut-être effectivement de la drogue et présenter cela comme un massacre justifiable, je pense que c'est exagéré. Nous sommes face à ce qui ressemble vraiment à une exécution extrajudiciaire d'êtres humains. Quelque chose qui n'est conforme ni au droit international ni au droit américain. Je pense aussi que cela détourne l'attention de ce qui se passe ici. Si vous voulez vous attaquer au problème de la drogue, vous devez le faire à l'intérieur des États-Unis, ainsi qu'à ses frontières. Mais Maduro, par exemple, nous savons qu'il a très peu d'autorité sur l'armée vénézuélienne. Les généraux sont relativement autonomes. Ce n'est pas une bonne chose, mais c'est la réalité. Dans quelle mesure ils sont impliqués dans le trafic de drogue, c'est une autre question, mais ce n'est pas une source majeure de drogue dans la région. Je partage la colère du président envers le Venezuela pour avoir vidé ses prisons, un peu comme Castro l'avait fait, et envoyé des individus dangereux dans notre pays. Mais après tout, nous avons laissé nos frontières ouvertes et nous avons invité cela.
Allons les chercher à l'intérieur des États-Unis. Prenons toutes les mesures nécessaires pour protéger notre population et notre pays. Mais évitons une guerre inutile contre le Venezuela. Vous savez, le président du Mexique n'a lui non plus aucune réelle autorité sur l'armée mexicaine. L'armée mexicaine répond au cartel de la drogue, mais envahir le Mexique n'aidera en rien cette situation. Encore une fois, tout revient à ce que nous faisons dans notre pays et à nos frontières. Donc, je suis déçu. Je comprends la logique derrière cette décision, mais je ne peux pas la rendre légale. Personne ne peut la rendre légale. C'est une exécution extrajudiciaire, sans inculpation, sans condamnation préalable. Le chef récemment retraité de l'interdiction des drogues à la DEA a déclaré que le gang désigné par Trump ne trafiquait pas de fentanyl et ils n'ont jamais mis 11 personnes dans un bateau, peu être deux. Et il n'y avait absolument aucun moyen que ce bateau atteigne les États-Unis. Il n'avait pas assez de carburant pour parcourir 2100 km. Il s'agissait probablement soit de trafic d'êtres humains volontaires ou involontaires, et maintenant, ces personnes ont été exécutées. Et j'ajouterai ceci. Même si tout ce que Trump a dit était vrai, même s'ils étaient des narcoterroristes, et même si le bateau était rempli de fentanyl, ce crime ne prévoit pas la peine de mort. Alors, que doivent faire les membres du département de la Défense si on leur ordonne de tuer des civils? Juge, rappelons d'abord qui est réellement en mesure de se lever et de dire « merci », mais je considère qu'il s'agit d'un ordre illégal. Qui peut faire ça? Qui peut faire la différence? Juge, ce sont les officiers commissionnés. Numéro 1. Numéro 2. Idéalement, l'officier général dans la chaîne de commandement, celui qui commande les forces, devrait se tourner vers ses supérieurs et dire « En l'état, ça ne me semble pas correct. Dans ces circonstances, je ne suis pas à l'aise pour exécuter cet ordre. » Voyons ce que disent les personnes dans la chaîne de commandement. Si elles répondent « Exécutez cet ordre ou vous êtes relevé », alors cet officier doit se demander s'il est prêt ou non à être relevé pour cela. Nous espérons qu'à un moment donné, quelqu'un se lèvera pour dire non. Nous savons par exemple que pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 1941 et 1945, sur le front de l'Est, contre les Soviétiques, 55 généraux allemands ont été exécutés pour avoir refusé d'obéir aux ordres donnés par Hitler lui-même. Ces hommes ont donc été exécutés parce qu'ils refusaient d'exécuter des ordres qu'ils considéraient comme immoraux et illégaux. Nous ne sommes pas aussi brutaux. Nous n'exécutons pas nos officiers supérieurs. Le pire qui puisse arriver, c'est d'être relevé de ses fonctions et éventuellement mis à la retraite, soit avec son grade, soit avec un grade inférieur selon le temps passé en poste. Mais je n'ai vu personne le faire. Je n'ai vu personne le faire au Vietnam. Et je pense que la plupart ne le feraient probablement pas non plus dans ce cas-ci. Ils diraient « Cela ne justifie pas que je sacrifie ma carrière et ma vie. » Mais ne perdons pas de temps à parler des officiers subalternes, des marins, des aviateurs, des soldats ou des marines. Ils n'ont aucune marge de manœuvre. Ils ne peuvent pas refuser. Donc, on ne peut pas les blâmer. Quelle est, selon vous, la réponse géopolitique lorsque le président Xi ou le président Poutine voient Trump agir de cette manière et ensuite s'en vanter? Qu'est-ce que cela dit de l'état de droit, de l'ordre fondé sur des règles, de ces règles qui ont été écrites par les États-Unis eux-mêmes? Ils ne considèrent pas l'ordre fondé sur des règles comme autre chose que « voici le monde selon Washington ». Faites ce que Washington dit, sinon nous vous punirons. Je ne pense donc pas qu'ils accordent beaucoup d'importance à cet argument. Ils voient les choses différemment. Le président Trump a développé une réputation de comportement impulsif. Il passe d'un événement à l'autre sans logique apparente. Il n'y a aucune preuve d'un cadre stratégique rationnel. Alors, prenons du recul. Regardons ce qui se passe au Moyen-Orient, avec l'Iran, à Gaza, en Cisjordanie, en Ukraine. Et demandons-nous, pourquoi tout à coup le Venezuela devient-il la cible prioritaire de Washington? Qu'est-ce qui a provoqué cela? Est-ce que le Venezuela a changé radicalement au cours des 8 ou 9 dernières années? Ou bien a-t-il toujours été sur la liste des cibles et pourquoi est-il soudainement placé si haut, si vite? Est-ce la frustration liée à l'incapacité à faire bouger les choses ici, à l'intérieur du pays? En d'autres termes, nous n'avons jamais vu,
et nous en avons déjà parlé, une stratégie globale pour gérer les migrants clandestins aux États-Unis. Honnêtement, ce que Trump fait avec l'ISIS, ce qui est louable, revient à écoper le Titanic pendant qu'il coule. Ce n'est tout simplement pas suffisant. La seule façon d'avoir un impact sur les 50 millions de personnes ou 30 millions, peu importe le chiffre exact, présentes illégalement aux États-Unis, c'est de mobiliser les forces armées, les réserves et toutes les ressources pour identifier ces personnes et les expulser du pays. Vous pouvez le faire sous ordre présidentiel. Vous pouvez nommer des panels de juges pour traiter les contestations qui surgiront. Mais je n'ai jamais vu cela. Juge, je n'ai jamais rien vu de tel. Et soudainement, comme sorti de nulle part, nous faisons exploser un bateau qui soi-disant transportait de la drogue et nous tuons quelques personnes. Pourquoi? Pourquoi maintenant? La guerre en Ukraine, elle, continue. Elle ne s'est pas arrêtée. Ce qui se passe au Moyen-Orient ne s'est pas arrêté. Nous nous préparons à un nouveau cycle là-bas. Presque tous ceux qui observent la situation le savent. Alors, pourquoi tourner soudainement notre attention vers ce qui est prétendument lié au Venezuela? Oui, oui. Bon, colonel, que faisons-nous le 4 octobre? Avant d'aborder cette question, terminons d'abord ceci avec un point important. Le président Trump a toujours été préoccupé par l'apparence des choses. Vous le savez, n'est-ce pas? Il est très sensible à l'image. Il se frustre facilement lorsqu'il découvre que tout le monde au gouvernement n'est pas nécessairement réactif envers lui. C'est sa propre faute, car il faut regarder les personnes qu'il nomme et son manque de suivi. Vous savez, rédiger un décret exécutif et le signer ne change rien. Il faut suivre ce que vous avez dit et identifier les responsables. Nous ne voyons pas cela très souvent de sa part. Et donc, dans l'environnement international actuel, le président Trump est perçu par Poutine, Xi et beaucoup d'autres comme le patient zéro. En d'autres termes, cette figure incontrôlable est dangereuse. C'est Modi. C'est pourquoi Modi a essentiellement dit « Merci beaucoup. Vous savez, nous allons annuler notre commande de 35 milliards de dollars d'avions à Boeing. Nous allons au sommet des BRICS. Nous allons à la réunion du Conseil de coopération de Shanghai. Nous allons à Moscou. Nous allons à Pékin. » En résumé, écoutez, je ne veux pas vivre dans cet environnement impulsif que vous avez créé, où d'un jour à l'autre, le président décide qui est son ami, qui ne l'est pas, et qui doit être puni. Ils veulent vivre dans un univers rationnel et prévisible. C'est important pour la prospérité économique et la paix mondiale. Donc je pense que c'est un énorme problème maintenant. Et ce qui vient de se passer dans les Caraïbes, la tentation est d'applaudir « Oh, nous avons attrapé des trafiquants de drogue », mais il y a des implications plus larges que nous n'avons même pas examinées. Que se passe-t-il si vous vous embroyez dans un conflit avec le Venezuela et la Colombie? Que se passe-t-il au Brésil? Que se passe-t-il dans les États voisins? Que se passe-t-il jusqu'en Afrique de l'Ouest? Tous ces événements sont liés. Donc, je demanderai aux Américains de considérer cela et de ne pas se contenter d'applaudir ce qu'ils pensent être un acte de justice, mais de voir que ce n'est pas quelque chose qui a été soigneusement réfléchi, que cela n'est pas fondé sur l'état de droit et que cela pourrait avoir des implications dangereuses pour nous à l'avenir.